Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer, parce que de toute façon, il va être 20 heures dans une minute et le temps qu'on fasse la présentation, les participants vont arriver. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux, d'être présents aussi nombreux pour cette conférence sur le thème de l'hypnose. Alors, cette conférence est organisée par GACD et fait partie d'une thématique, la qualité de vie au cabinet dentaire, qui prend en considération les besoins du praticien, de son équipe et bien sûr du patient. Cette soirée sur l'hypnose est animée par le docteur Isabelle Rodriguez. Bonsoir, Bonsoir. docteur. Et par Anaïs Bouton. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir À Emmanuel. qui je vais laisser la parole et on se retrouvera à la fin de ce webinaire. Donc, très bonne soirée à tous. Anaïs, à vous. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Anaïs Bouton, je suis aide opératoire en chirurgie maxillofaciale et hypnothérapeute. Je pratique des consultations en cabinet en tant qu'hypnothérapeute et ce soir j'interviendrai afin de répondre au mieux à toutes les questions que vous aurez à nous poser sur ce thème. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence en compagnie d'Isabelle. À très vite. Isabelle, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Merci Emmanuel, merci Anaïs. Donc, je suis le docteur Rodriguez Isabelle. Donc, je suis odontologiste pédiatrique exclusive depuis 15 ans, dans le 92 à Levallois-Perret. Et j'ai commencé à me former en hypnose depuis à peu près 9 ans. Donc, j'ai différentes formations d'hypnose que j'applique au sein de mon cabinet. Voilà. Donc, le but de la conférence est de vous montrer un petit peu l'apport de cette technique comportementale sur l'enfant. Donc, je vais commencer puisqu'il est 20 heures à partager mon écran. Bon, l'ordinateur rame un peu pour partager, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, le thème de ce webinaire est basé sur l'hypnose et l'odontologie pédiatrique. Donc, avant de parler d'hypnose, je vais plutôt parler aussi de l'enfant et de l'enfant face aux soins dentaires, donc dans un cabinet. La première chose de l'enfant par rapport à l'adulte, c'est que l'enfant ne vient jamais seul au cabinet dentaire. Il est toujours accompagné d'un adulte qui peut être soit un parent, le père ou la mère, soit une autre personne de la famille, comme un grand-parent, ou même tout simplement une nounou qui accompagne l'enfant, même pour une première visite dans le cabinet dentaire. Donc, on va toujours avoir une trilogie et il va falloir toujours s'occuper de l'enfant, mais aussi de l'adulte qui va accompagner l'enfant. Et on va voir que des fois, cet adulte va nous servir de ressource, en fait, dans nos soins. La deuxième chose, c'est que l'enfant, il n'a pas choisi de venir au cabinet dentaire. C'est pas lui qui a pris son téléphone pour appeler votre secrétariat et prendre rendez-vous. C'est un adulte qui l'a fait à sa place. Et donc, des fois, l'enfant, il n'a pas forcément envie de venir vous voir. Et il va falloir jouer avec ça pour que le soin se passe quand même dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il y a énormément d'idées reçues du dentiste et en particulier le dentiste associé à la peur. Donc, cette notion, elle peut venir du cadre familial, donc du père ou de la mère, ou tout simplement d'un grand frère ou d'une grande sœur qui a déjà vu le dentiste. Il peut venir aussi tout simplement des copains et des copines. Donc, il peut avoir un copain qui est allé chez
chez un dentiste et où ça ne s'est pas forcément bien passé. Et donc, l'enfant, avant de venir vous voir, même si c'est la première fois, il peut avoir des appréhensions. Enfin, dans la vie de tous les jours de l'enfant, par des jeux ou des films, on n'a pas forcément une bonne réputation. Donc, il va falloir recadrer les choses, expliquer aux parents que maintenant, il y a quand même de plus en plus de livres ou de petits vidéos qui expliquent en fait comment se passe la première consultation du dentiste. La deuxième notion associée à la dentisterie, c'est souvent la notion de douleur. Et ça, en fait, lors de la première consultation, vous n'allez pas savoir si le parent vient, lui, chez son dentiste pour faire des consultations et faire des contrôles une fois par an ou s'il vient que quand il a mal. Donc, on ne peut pas savoir déjà au départ dans quel cas l'enfant, en fait, va avoir une notion de douleur associée au dentaire. Enfin, il y a une notion d'enjeu affectif qui est très importante lors de la réalisation des soins, donc entre l'enfant et le parent. Donc, des fois, il va falloir jouer sur cet enjeu affectif afin de bien faire les choses. Ensuite, il va falloir évaluer donc l'enfant pour réaliser les actes. Évaluer l'enfant, c'est évaluer déjà l'âge de l'enfant. Donc, j'ai dissocié 4 types d'âges différents, les 0-2 ans, les 2-4 ans, les 4-6 ans et les 7-11 ans pour la préadolescence. Les 0-2 ans, eux, il va falloir absolument qu'il y ait un parent avec eux qui accompagne, parce que c'est un âge où on a une angoisse au niveau de la séparation par rapport à un parent. Donc, l'enfant sera toujours associé aux parents et le parent s'installera avec l'enfant. Il ne faut pas attendre à cet âge une coopération consciente de l'enfant. Lui, il n'a pas compris pourquoi on l'a emmené ici et on va l'embêter dans sa bouche. C'est un enfant aussi qui a souvent peur des bruits brusques. Donc, dans l'environnement auquel on est, il faudra toujours faire attention aux instruments, au fait quand on pose quelque part quelque chose pour pas qu'il y ait trop de bruit. Enfin, très souvent, il peut y avoir des pleurs chez les enfants de 0 à 2 ans, mais les pleurs ne veulent pas dire forcément douleur. Ça voudra dire surtout de l'inconfort et de la gêne. On m'embête un peu et je ne sais pas trop ce qu'on me fait. Par contre, en revanche, c'est un enfant qui comprend déjà énormément de mots familiers. Donc, vous allez pouvoir lui expliquer avec des mots clairs et simples ce que vous allez lui faire. C'est un enfant qui va pouvoir suivre en fait un objet du regard. Donc, ça va être très intéressant, par exemple, avec le miroir, quand vous allez lui montrer, vous allez aller de droite à gauche et de gauche à droite. Et tout en allant de droite à gauche et de droite à gauche, vous allez en fait parler à l'enfant. Et lui, il va fixer en fait son regard sur votre miroir et en même temps écouter parfaitement ce que vous allez lui expliquer. Enfin, c'est un enfant qui va énormément comprendre en fait les expressions faciales en fait que vous allez lui montrer. Donc, même s'il y a des pleurs, le fait de toujours sourire, encourager l'enfant, il va le montrer, vous allez le montrer en fait grâce à votre communication qui est non verbale. Pour l'enfant de 2 à 4 ans, là, c'est déjà un enfant qui peut grimper tout seul sur le fauteuil, mais c'est quand même un enfant qui rentre dans la phase d'opposition et les noms sont assez fréquents. Et donc, même s'il vous dit non, ça sera comme oui à la fin et puis il va falloir faire que ça soit oui. C'est un enfant qui n'a aucune notion du temps. Donc, quand on va lui parler d'un soin qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il n'a pas du tout d'idée réelle de vraiment le temps que ça passe. Par contre, on sait que sa coopération est limitée, donc ça va être des séances plutôt le matin pour avoir vraiment une bonne coopération et des séances courtes. Par contre, c'est un enfant qui va s'amuser déjà avec beaucoup de jeux de mots, de jeux de langage. Donc, vous allez pouvoir en fait faire des jeux pour l'amuser seulement avec les mots. C'est un enfant qui commence à compter, même s'il sait compter que jusqu'à 3 ou jusqu'à 5, il est fier de cet apprentissage et vous allez pouvoir l'utiliser en fait dans vos techniques d'hypnose en faisant en fait un comptage, même si c'est jusqu'à 3 ou jusqu'à 5 à chaque fois lors du soin.
L'enfant de 4 à 6 ans, c'est un enfant, lui, qui va surtout vous poser beaucoup de pourquoi. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi, comment ça marche ça? Et pourquoi ci, pourquoi ça? Donc, vous allez rentrer, en fait, dans les explications avec des mots simples pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'on lui fait les soins dentaires. C'est un enfant qui est plutôt impatient, donc pareil, on va favoriser les séances le matin. Et c'est un enfant qui va commencer à négocier donc avec vous. Donc, il va falloir commencer à le recadrer tout en lui expliquant les choses que vous allez lui faire. Par contre, c'est déjà un enfant qui écrit quand même son prénom, même si, par exemple, il commence à l'écrire en lettres capitales. Donc, ça va être vachement intéressant, par exemple, sur les techniques de tableau magique, où vous allez tout simplement, en fait, lui demander d'écrire en grandes lettres son prénom avec votre assistante qui va faire un peu la nièce pour rien comprendre, pendant que, en fait, vous allez tout simplement extraire une dent de lait. C'est un enfant qui commence à aimer la performance, donc le féliciter à la fin du soin, lui dire que ça a été vraiment un grand. Il va être content et ça va l'encourager pour les autres séances. Et c'est aussi un enfant qui commence à faire du vélo sans roulette, vers 5 ans, 6 ans, des fois même 4 ans et demi. Et moi, j'aime bien utiliser cette métaphore quand je sais qu'ils font du vélo sans roulette pour tout ce qui est arrêt de pouce ou de tétine. Ça marche assez bien. Enfin, l'âge de la préadolescence, c'est surtout les j'ai pas envie. Et surtout là, on a vraiment une anxiété de fond qui est possible. Si l'enfant a déjà vu des dentistes auparavant et que ça ne s'est pas forcément bien passé, il va avoir cette anxiété de fond et là, il va falloir essayer de rechercher en fait les raisons de cette anxiété. Ça peut être tout simplement l'anesthésie qui ne s'est pas bien passée, où l'anesthésie s'est très très bien passée, mais c'est les bruits et les vibrations que l'enfant n'a pas aimé. Et ça va vous permettre en fait de gérer à quel moment en fait l'anxiété va être la plus importante. Là, par contre, c'est un enfant qui a énormément d'activités. Il joue au foot, au basket, il est inscrit dans des conservatoires. Donc, il a énormément de challenges et vous allez pouvoir jouer avec ça pour le faire rentrer dans le stade de foot ou tout simplement le faire nager ou faire de la harpe s'il joue d'un instrument. C'est un enfant aussi qui connaît en fait les conséquences de ses actions, donc il sait que, par exemple, si le soin n'est pas fait, il peut avoir des conséquences avec les parents derrière à la maison. Évaluer l'enfant, c'est aussi évaluer ses capacités d'apprentissage. En hypnose, on aime beaucoup l'apprentissage. On se réfère beaucoup aux différents apprentissages qu'ont les enfants et les adultes. Et on l'associe à la notion de temps, puisque chacun, on est tous différents et on apprend de manière différente. Vous allez voir qu'un enfant, vous allez le voir une fois en première consultation, ça va bien se passer, vous allez lui expliquer. Et puis, 6 mois après, quand vous allez le revoir, cet enfant, finalement, il va grimper tout seul sur le fauteuil, il va se souvenir de tout ce que vous avez dit, avec vraiment la même terminologie, et là, vraiment, il va être en pleine confiance. Il y a d'autres, 6 mois après, vous allez répéter exactement la même chose, et puis ça sera 1 an ou 1 an et demi après que tout ce que vous allez demander à cet enfant et à sa famille, que ce soit au niveau de l'hygiène dentaire, que ce soit au niveau de l'hygiène alimentaire, ils vont l'acquérir au fur et à mesure du temps. Évaluer l'enfant, c'est aussi évaluer toutes les ressources de l'enfant, puisque l'hypnose, on part en fait de l'enfant, c'est lui et ses ressources qui vont nous permettre de faire l'hypnose. Donc d'abord, il va falloir les chercher, ces ressources, et donc pour chaque enfant, ces ressources sont différentes, et après les mettre en avant. Donc les ressources, il y en a plein. Des fois, c'est un parent qui peut être une ressource. Des fois, on s'aide beaucoup des parents quand vraiment ils rentrent dans le jeu. Mais ça peut être aussi ses apprentissages, le fait qu'il sache écrire, le fait qu'il sache compter. On va pouvoir en fait le valoriser à cet endroit-là et le reprendre, donc sur des tableaux magiques par exemple, ou sous forme de comptage. Ce sont toutes les activités sportives et culturelles qu'il peut faire et qui le challenge. Et enfin, la motivation, par exemple, liée à la réussite. Donc, le fait qu'un soin marche bien et réussisse bien, le suivant, on a de plus en plus de chances que sa motivation soit augmentée.
Enfin, il va falloir évaluer le comportement de l'enfant lors de ces séances. En gros, par son comportement non verbal et verbal, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? C'est pas par exemple qui va pleurer. On peut avoir des enfants qui ont des pleurs mais sans aucune larme, c'est juste le fait de pleurer. D'autres qui vont rire, mais c'est un rire de stress, donc il va falloir, même s'il risque, dédramatiser la situation. Il peut avoir un enfant hyper détendu, mais qui a toujours un petit chouinement tout au long de la séance. Voilà, il va falloir essayer de traduire en fait tous ces comportements que nous envoie l'enfant en communication verbale et non verbale. Au niveau de l'hypnose, donc l'hypnose en fait en odontologie pédiatrique, ça va permettre une optimisation en fait de la relation patient-praticien. Le but ici ne va pas être de faire une séance d'hypnothérapeute, c'est-à-dire qui va en fait pour un but précis vraiment chercher à faire une thérapie brève sur un certain nombre de séances. Nous, notre but, ça va être d'utiliser des outils hypnotiques lors de nos soins, lors de nos séances de soins, afin que le soin se passe le mieux possible et le plus agréablement possible pour cet enfant. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypnose? En fait, c'est un passage d'un état de conscience à un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est quand l'enfant est au sein du cabinet dentaire, donc le corps est présent au cabinet dentaire. Par contre, son esprit, lui, il va ailleurs, il va à un autre endroit. Alors, ça peut être tout simplement un lieu de bien-être où il est, des vacances, un lieu d'activité où il se sent bien, par exemple dans une activité sportive, ou tout simplement, si par exemple les parents racontent des histoires et qu'il y a un conte ou une histoire qu'il aime bien, reprendre cette histoire, inclure même la participation des parents pour que l'enfant se retrouve dans ce cocooning comme s'il était chez lui. Donc ce passage en fait de l'état de conscient à l'état modifié de conscience est appelé en fait, on le passe par une induction dite hypnotique. Ensuite, lorsque la personne est en état modifié de conscience, on parle de transe hypnotique. Donc là, il y a des signes de transe qui existent. Et au sein d'un cabinet d'hypnothérapeute, c'est à ce moment-là que l'hypnothérapeute va inclure une technique hypnotique. Donc la technique, elle est basée en fait en fonction de l'anamnèse et la demande du patient. Nous, dans un cabinet dentaire, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va faire notre acte de soin pour qu'il se passe le mieux possible. Et enfin, on appelle le retour. Donc le retour, c'est quand le patient revient ici et maintenant au sein du cabinet dentaire. Donc il va refermer son tableau magique, refermer sa carte au trésor ou revenir de l'endroit où il est pour revenir dans ce cabinet dentaire. Qu'est-ce que c'est l'hypnose chez l'enfant par rapport à l'adulte? Déjà, l'enfant est très proche en fait de son inconscient. Le monde concret, le monde imaginaire, ça se côtoie en fait de manière très étroite chez l'enfant. Il est donc beaucoup plus facile en fait d'emmener l'enfant dans ce monde en fait imaginaire puisqu'il a très peu de barrières autour de lui par rapport à un adulte. Un adulte, il est conscient, il a mis une tonne de barrières autour de lui et l'hypnothérapeute, en fait, va à chaque fois essayer de décaler ces barrières pour s'ouvrir une porte, pour accéder, en fait, à l'inconscient de l'adulte. L'enfant, lui, pratiquement tout est ouvert. Donc, directement, par des suggestions directes, on va pouvoir accéder à son inconscient. L'enfant, il est énormément dans l'imaginaire. Donc, à partir du moment, l'imaginaire, c'est un facteur en fait en hypnose très important au niveau de la réactivité hypnotique. L'imaginaire, ça fait partie en fait, c'est un mode de fonctionnement de cerveau droit où on a la créativité, où on a l'intuition. Contrairement à notre mode de fonctionnement de cerveau gauche, qui là est plus du mental et plus carré en fait, où nous, comme on veut accéder plus à ce cerveau droit, ben, l'imaginaire va nous servir beaucoup. Un certain nombre d'études ont montré en fait que dès l'âge de 2 ans,
en fait, l'enfant est capable en fait d'être dans une imagerie dite intérieure en fait, dans sa vie de tous les jours et qui passe une grande partie de son temps dans cet imaginaire. D'autres études sur plusieurs enfants ont montré qu'on ne parlait pas forcément d'induction hypnotique. Ils ont plus parlé en fait de tests d'imagination afin de provoquer des lévitations, des catalepsies chez les enfants. Chez l'enfant, on ne va pas parler en hypnose dite formelle, comme on peut le faire chez l'adulte, avec une voix douce, une voix calme. On va plutôt utiliser du conversationnel, en fait. On va converser avec l'enfant, parler avec lui, s'amuser avec lui. Il faut que ça soit un jeu pour lui, pour qu'il rentre dans ce jeu et qu'il parte à un autre endroit que dans le cabinet dentaire. Enfin, l'enfant, il a une capacité à répondre aux suggestions qui est très forte. En fait, la suggestibilité, elle va être progressive, elle va augmenter jusqu'à l'adolescence pour avoir un palier, en fait, au niveau de l'adolescence qui va rester jusqu'à l'âge adulte. Et donc, le fait de répondre facilement à des suggestibilités, on va en fait favoriser des suggestions dites directes, contrairement à l'adulte où on va favoriser des suggestions dites indirectes pour essayer donc de contourner les barrières. Là, avec l'enfant, il va en fait tout simplement vous écouter. Ce que vous allez lui proposer, il va l'accepter très facilement. L'enfant, par contre, il a une motivation qui est complètement variable. Une fois que vous allez arriver, il va être super content, vous allez faire une super séance d'hypnose. La fois d'après, une semaine après, vous allez dire, bon, bah, c'est bon, on peut repartir sur la même chose, ça s'est très bien passé. Sauf que là, l'enfant, bah, il n'est pas content de venir parce qu'il voulait aller au parc avant de venir chez vous et pas l'inverse. Donc là, la séance va complètement être différente, mais il va falloir s'adapter à lui pour que la séance se passe le mieux possible. Les enfants, enfin, peuvent garder les yeux ouverts. L'adulte aussi, hein, en cours d'hypnose. Il y a même des techniques d'hypnose que pratiquent les hypnothérapeutes qui font marcher, par exemple, l'adulte au sein d'une technique et les yeux sont ouverts. Là, c'est pareil. L'enfant garde même, je trouve personnellement, très souvent les yeux ouverts. La plupart du temps, enfin, dans mon activité, moi, quand ils ont commencé à fermer les yeux, bah, finalement, ils vont vers l'endormissement complètement lors de la séance. Enfin, l'enfant, il ne va pas forcément se détendre lorsque vous allez faire une séance d'hypnose. Hein, l'adulte, on a toujours en tête qu'il est allongé, il est complètement détendu, les yeux fermés, et l'hypnothérapeute parle tout doucement. Là, pas forcément. Des fois, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous allez parler tout doucement et l'enfant va se détendre petit à petit et va aller, je vous dis, très souvent à l'endormissement. Mais des fois, vous allez jouer, c'est lui qui va jouer. Donc, il est actif en fait dans sa séance et là, il ne va pas forcément se détendre. Par contre, il va jouer en fait physiquement ce que vous allez lui demander, c'est-à-dire écrire sur un tableau magique, aller chercher sur une carte au trésor que lui seul va inventer pour vous dire après quel trésor qu'il aura trouvé à la fin de votre séance ou jouer tout simplement les histoires ou les métaphores que vous allez lui proposer. Donc, chez l'enfant, vraiment, la communication hypnotique va être importante. Alors, c'est quoi en fait se former à l'hypnose pour l'utiliser chez l'enfant? Déjà, c'est modifier son discours en tant que praticien, avoir un discours assez stratégique lors d'un soin ou lors d'apparition d'une douleur. On va en fait modifier son discours pour utiliser un maximum de langage dit positif et éviter un langage dit négatif. On va surtout aussi prêter attention à notre communication non verbale et paraverbale, c'est-à-dire l'intonation de la voix, les gestes que l'on va faire en dehors du langage que l'on va utiliser. En tant que praticien, se former, c'est aussi développer son imagination, c'est-à-dire son cerveau droit, la notion de créativité, parce qu'il va falloir jouer avec ça et s'amuser avec l'enfant par rapport à ce qu'il aime, lui, s'amuser.
L'hypnose, c'est quoi? C'est focaliser le regard de l'enfant, ensuite absorber l'ensemble de ses sens, on va beaucoup parler des sens, et ensuite provoquer une dissociation. Et pour faire cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est être centré totalement sur l'enfant que l'on a en face de nous. Et enfin, avoir une empathie réelle, c'est-à-dire ne pas mentir à l'enfant. C'est pas vrai, on ne va pas rien faire, on fait un soin, on fait des choses dans sa bouche et il ne faut pas banaliser la situation. On travaille et c'est un travail qui est important pour lui et pour les parents. Donc, avant de commencer en fait une séance d'hypnose, il faut en fait connaître cet enfant. Connaître cet enfant, c'est faire une anamnèse complète sur celui-ci afin de recueillir en fait un ensemble d'informations sur l'enfant pour accompagner cet enfant. Cet accompagnement, ce recueil d'informations va se faire dès la première consultation. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout prendre lors d'une première consultation, donc vous allez continuer ce recueil d'informations au cours des consultations de surveillance pour, si un jour il y a un soin, pouvoir avoir un maximum d'informations dès le départ. Et s'il y a des soins immédiatement après cette première séance de consultation, il va falloir, au cours des différentes séances de soins, recueillir encore des informations pour en fait pouvoir modifier les différentes séances qui vont suivre et toujours trouver des idées par rapport à ce qu'aime cet enfant-là. Donc, connaître l'enfant, c'est connaître ses jeux, ses activités préférées, qu'est-ce qu'il aime bien faire dans la vie, d'accord ? C'est aussi connaître tout simplement ses dessins animés ou les histoires ou les contes qu'il aime bien, mais aussi les lieux de vie. Vous allez apprendre que papy et mamie, ils sont au bord de la mer et l'enfant, il va à chaque vacances scolaires, donc c'est-à-dire toutes les 7 semaines. Donc la mer, la plage, il aime ça, les sensations de l'air, les odeurs, il connaît bien. Dans une autre famille, vous allez apprendre que les parents ont une maison de campagne. Donc lui, ça va être plutôt les animaux, cette sensation de silence, de grand espace qu'il va plus connaître. Certains enfants, ils aiment beaucoup la musique. Donc, essayer de rechercher quelles sont les musiques qu'aime bien l'enfant va être intéressant puisque dès le départ, lors d'une séance de soins, vous allez pouvoir proposer à cet enfant une musique. Et ce n'est pas une musique hypnotique, c'est la musique que l'enfant aime bien et où il se sent bien quand il écoute cette musique. Enfin, il va falloir aussi essayer de connaître un peu les émotions et les ressentis qu'a pu avoir cet enfant lors d'autres séances de soins qui se sont passées dans d'autres cabinets. En analysant et en recueillant toutes ces informations, il va falloir en fait analyser le langage de cet enfant. De quelle manière cet enfant parle. Et en fait, on va déterminer l'orientation sensorielle de l'enfant, c'est-à-dire s'il est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Et le fait de connaître son orientation sensorielle est très importante en hypnose parce qu'il va falloir parler le même langage à l'enfant. Donc, je vais détailler quelques... Ah, il y a un problème. Voilà. Alors, quand l'enfant est visuel, il va toujours vous parler en images. J'imagine, c'est flou, c'est net, je vois pas ce que tu me dis. Et il va s'exprimer en fait avec des couleurs, des images. Il va très bien vous reconnaître, même s'il vous a vu qu'une demi-heure il y a 6 mois. Il va reconnaître aussi les décors. Il va se souvenir en fait des petits animaux que vous avez ou des dessins que vous avez en fait dans votre cabinet. L'enfant qui est plutôt auditif, lui, il va vous parler avec des mots comme s'il entendait les oiseaux. Il va beaucoup faire attention au bruit du cabinet. Tous les sons, donc la musique que vous pouvez lui proposer est une grande aide pour les auditifs. Et par exemple, les silences aussi importants. Quand vous êtes dans la deuxième partie de votre soin, quand c'est un soin d'odontologie conservatrice, par exemple, il y a beaucoup de bruit dans une première partie avec les instruments et très peu de bruit lorsque vous faites la restauration. Et là, l'enfant auditif va aimer ce silence. Donc là, il va falloir préférer des mots simples, du saupoudrage, par exemple, et laisser des silences.
c'est un enfant qui aura énormément de mémoire au niveau des paroles. Tout ce que vous allez lui dire, tout ce qui est imagé et que vous allez transformer en son, il va s'en souvenir et pouvoir vous le redire. Enfin, l'enfant kinesthésique, c'est un enfant qui aime beaucoup le toucher. C'est un enfant qui va vouloir connaître les sensations. Est-ce que c'est doux? Quelle est la sensation de la sonde qu'elle peut faire sur la dent? Vous allez lui montrer d'abord sur l'ongle parce que c'est la même sensation. C'est un enfant qui va toujours un petit peu bouger. Il va bouger des pieds, il va bouger des mains. C'est un enfant, quand il va compter, il va vous montrer qu'il compte en même temps que vous avec ses mains. C'est un enfant qui va énormément apprécier que votre assistante lui tienne la main ou lui mette tout simplement la main sur le ventre pour voir si le ventre monte bien et descend bien comme un ascenseur pendant que vous allez réaliser votre anesthésie. C'est un enfant où on va par exemple lors d'une empreinte chez un enfant de 3-4 ans, une empreinte algénate, on va s'amuser à lui demander à taper des pieds parce que taper des pieds, il va se concentrer sur ça, il aime bien bouger pendant que vous, en fait, vous allez pouvoir faire votre empreinte. L'hypnose, ça passe en première chose par une communication dite non verbale. La communication non verbale, c'est d'abord notre environnement, l'environnement dentaire du cabinet dentaire. Donc l'environnement est important. Alors il n'y a pas besoin d'avoir des ours partout, hein. On peut avoir un cabinet très classique en rajoutant des petits dessins, en rajoutant des petites peluches ou des couleurs en fait que l'enfant aime bien. Le but, c'est que l'enfant retrouve en fait à certains endroits du cabinet des choses qu'il connaît et qui peut l'amuser. La communication non verbale va passer aussi par tout ce qui est paraverbal. Le paraverbal, c'est le ton de votre voix, le volume de votre voix qui des fois va être tout doucement et des fois vous allez le monter très très fort pour qu'il comprenne bien ce que vous voulez qu'il fasse, mais aussi le débit qui peut être très très lent dans des phases justement par exemple de restauration ou très rapide si par exemple vous voulez qu'il gonfle bien ce ballon, en lui montrant comment et de quelle manière est-ce qu'il faut gonfler le ballon lors de l'anesthésie. La communication non verbale va passer aussi sur du préverbal. Le préverbal, en fait, c'est tout votre corps, tout ce qui est mimique corporelle, en fait, que vous allez pouvoir montrer à cet enfant. Aussi bien des hochements de la tête, ou aussi bien des mouvements de votre corps pour que lui comprenne ce que vous voulez qu'il fasse. Il faut savoir qu'on a une distance corporelle extrêmement importante avec l'enfant. On est très près de la tête, que ce soit de l'adulte ou l'enfant, chez le dentiste. Donc, il vous voit en fait très, très près. Et ça, c'est important. Il va vous voir sourire, même s'il pleure, vous allez continuer à sourire pour qu'il voit que tout se passe bien. Vous allez pouvoir le toucher, tenir la main, caresser, tout simplement pour l'aider. Il va falloir à chaque fois, en fait, par cette communication non verbale, ressentir aussi et voir quelle est la communication que lui va vous montrer en non verbal. Il n'y a pas seulement vous qui allez jouer en non verbal, mais lui aussi. Et il va falloir analyser sa communication non verbale pour essayer de connaître ses émotions et les ressentis qu'il a, pour ensuite pouvoir les transformer et les améliorer pour que le soin se passe bien. Maintenant, la communication verbale, donc comme je vous ai dit au départ, c'est un langage dit positif sur l'enfant. Donc, c'est abandonner tout un langage dit négatif. Donc, le n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal, t'es trop petit, tu ne vas pas y arriver. Tout ça, ce sont des langages dits négatifs où il y a des négations en permanence et l'inconscient, lui, ne dicte que sur la négation. Le reste, il va le mettre de côté. Et donc, le ne t'inquiète pas, c'est en gros t'inquiète. L'inconscient, il va juste retenir le t'inquiète et éliminer la négation. Donc, en hypnose, on parle de suggestions dites négatives et qui peuvent se faire de manière très régulière, même à la maison. Donc, l'enfant peut arriver avec une tonne de suggestions négatives derrière lui. Il va falloir aussi ne pas mentir à l'enfant.
ce n'est rien, tu ne vas rien sentir. Non, c'est pas vrai, c'est pas rien, on fait un soin dentaire, on fait un acte de soin. Et tu ne vas rien sentir, non, il se passe des choses, il y a des vibrations, il y a des bruits. Donc tout ça, ce sont des sensations qu'il va falloir décrire à l'enfant pour dédramatiser la situation. Et enfin, il va falloir lui suggérer un maximum en fait, de sensations dites agréables en fait, pour pouvoir modifier ces sensations, transformer une douleur en quelque chose qui est beaucoup plus gérable pour lui, la modifier. On peut la visualiser en un truc de rond, de carré, coloré, la réduire, voilà, pour jouer en fait sur l'ensemble des sensations que peut avoir cet enfant. Le parti positif, c'est en permanence lui dire « Super, t'es champion, t'es un grand garçon, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, c'est bien, bravo ». Même s'il y a des larmes, eh ben, il faut continuer dans le positif parce que l'enfant va comprendre en fait qu'on l'aide et qu'on est avec lui. C'est quoi un langage hypnotique chez l'enfant? C'est surtout un langage dit sensoriel. On va énormément utiliser les différents sens de l'enfant. Le visuel, l'auditif, le gustatif, l'odorat. On va utiliser tous ces sens et on en a énormément dans le cabinet dentaire. On va utiliser un langage dit non spécifique, un langage plutôt flou, parce que l'enfant part à un endroit où il est bien et on ne doit pas en fait nous créer cet endroit. C'est lui dans cet endroit et qui connaît cet endroit. On va utiliser un vocabulaire simple mais clair que l'enfant peut comprendre. On va beaucoup utiliser notre voix. On va pouvoir imiter des personnages comme Bip Bip le coyote. Moi, j'ai une seringue électronique qui fait bip bip. À chaque fois, il sait déjà que le coyote, il passait par là. On va accélérer ou ralentir notre rythme. On va mimer les choses. Je veux que tu respires bien par le nez en faisant le ventre. En même temps que lui, pendant que vous allez réaliser l'anesthésie. Le langage hypnotique, c'est surtout des suggestions dites directes en fait chez l'enfant. Vous allez lui demander quelque chose et il va le faire. Il ne va pas se poser de questions. Il va vous écouter et il va faire ce que vous lui demandez. Notre langage dit indirect, donc les suggestions dites indirectes vont plutôt passer par des métaphores ou des histoires. Donc moi, j'utilise par exemple beaucoup une métaphore avec le vélo. Le vélo, c'est une activité que l'enfant connaît bien, donc pour l'arrêt du pouce ou de la tétine, par exemple. Après, à partir d'histoires, comme des histoires très simples du petit chaperon rouge ou de la Belle au bois dormant, que l'enfant connaît très bien, on va pouvoir l'emmener dans ces histoires-là. Le langage hypnotique chez l'enfant, c'est un langage dit non spécifique. On va lui parler de la main, donc la main, le nez, le ventre qu'il va faire gonfler. C'est un langage où on va rester toujours dans le flou, dans le vague, qu'on va même tempérer. C'est comme si, c'est comme ça. Et c'est lui qui va décider de quelle manière ça va être. C'est un langage où on va utiliser du saupoudrage. Donc le saupoudrage, ce sont des mots calmement, doucement, lentement, agréablement, qu'on va utiliser en les répétant doucement afin de suggérer un état. On peut suggérer par exemple un état de légèreté lorsqu'on va faire gonfler le ballon pendant l'anesthésie locale pour aller trouver le pays du sommeil qui est situé tout là-haut dans le ciel. On va alterner aussi des silences qui vont être très importants chez les auditifs, par exemple. Donc, on va faire des pauses. Il va y avoir du silence dans le cabinet et l'enfant sera entièrement à l'intérieur de lui. On va pouvoir, par exemple, utiliser aussi des techniques dites de Yes Set. C'est des techniques de séquence d'acceptation où, en fait, le praticien va énoncer, en fait, des vérités évidentes où la réponse est un oui automatique et ensuite poser la bonne question, la réelle question où l'enfant, en fait, de manière spontanée, va vous répondre le oui, en fait.
Donc ça, c'est quelque chose, un jeu de langage qu'on peut souvent utiliser chez l'enfant. Le choix illusoire, c'est aussi une technique du langage hypnotique que j'aime bien. On va lui demander, donc aujourd'hui, tu veux commencer à droite ou à gauche, en bas ou en haut? Donc l'enfant va choisir l'endroit par lequel vous allez commencer, mais dans tous les cas, le soin va se réaliser. Ou tout simplement, on va pouvoir faire gonfler alors une grosse dent d'éléphant ou de mammouth. Donc il va choisir ce qu'il veut faire gonfler, mais on va quand même faire gonfler quelque chose pour réaliser une anesthésie locale. Ensuite, par exemple, l'équivalence complexe, c'est une technique du langage hypnotique que j'aime bien utiliser. Donc, par exemple, on va pouvoir lui dire, bon, c'est bien, plus l'air rentre dans le nez, plus le ventre monte et descend comme un ascenseur. Et plus le ventre monte et descend, plus le ballon qui est ressenti dans la bouche gonfle, gonfle, gonfle. Donc, on va faire des associations, en fait, entre la bouche, le reste du corps, les sensations qu'a l'enfant et les sensations qu'il ressent à l'intérieur de la bouche. Le langage hypnotique chez l'enfant, ça va être aussi beaucoup un langage dit métaphorique. On va utiliser énormément d'images. Donc, par exemple, on va utiliser une paille ou un aspirateur pour tout ce qui est pompe à salive. On va imager le compte-rendu, ça peut être un balai, un tracteur ou n'importe quoi d'autre qui fait broum broum. La voiture de course, c'est la turbine, quelque chose qui va très vite. L'appareil, c'est un appareil photo pour notre appareil radio. Et vous allez parler en fait en images, en analogie, en permanence chez cet enfant. Vous allez vous référer donc à des livres, à des contes ou des dessins animés que l'enfant aime bien pour en fait créer une métaphore afin que le soin se passe bien. Ce qu'il va falloir en fait, c'est que faire ressentir un maximum en fait de choses à l'enfant. Il faut qu'il participe complètement à votre séance de soins, qu'il sache qui va le ressentir, de quelle manière. Et il faut qu'au total, tout soit magique pour lui, que ça soit vraiment un jeu et qu'il soit content d'être là. Là, je vous ai décrit en fait le schéma d'induction, en fait, comment ça se passe pour induire en fait notre séance d'hypnose. L'induction, c'est d'abord focaliser le regard de l'enfant quelque part. Mais ça peut être sur un doudou que votre assistante, elle tient en haut de la tête de l'enfant. Ça peut être par exemple des dessins. Dans mon cabinet, par exemple, il y a plein de dessins d'enfants accrochés où je peux demander à l'enfant de regarder et de choisir par exemple un dessin et commencer à me le décrire. Ensuite, quand il a focalisé son regard quelque part, on va jouer sur les différents sens et absorber en fait ces sens pour afin provoquer une dissociation et ce qu'on appellera une réaction dite inconsciente. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enfant va passer donc en transe dit hypnotique et on va pouvoir en fait commencer notre séance de soins. Tout en réalisant, tout en communiquant, en faisant de la conversation et du jeu, et en passant par l'imagination. Ah ben c'est comme si on était un héros et qu'on partait quelque part. Le comme si marche énormément bien chez l'enfant. Donc là, je vous ai cité quelques types d'inductions, mais il y en a plein en hypnose. Moi, c'est des inductions que j'aime bien et que j'utilise bien. Donc l'induction par la fixation, donc d'un doudou, fixation d'un tableau imaginaire que l'enfant va se construire devant lui ou d'une carte au trésor sur laquelle il va chercher des choses ou des dessins. On peut avoir une induction dite par un souvenir dit agréable, donc ça peut être tout simplement des vacances. Hein. Quand il revient des vacances, il est parti à l'étranger, ça s'est super bien passé, bah, il va vous raconter tout ça et puis il va y retourner. Ça peut être une activité sportive. Hein. Il y a des enfants qui vont être comme dans une piscine et qui vont vous montrer comment est-ce qu'ils nagent ou tout simplement jouer sur un terrain de foot.
Et enfin, il y a une induction que j'aime bien aussi, c'est l'induction dite à double voix, quand votre assistante dentaire est formée en fait à l'hypnose, où là, en fait, l'enfant ne va pas savoir en fait qui va parler et vous allez jouer avec votre assistante pour qu'il rentre plus facilement donc, en état de transe. Lorsqu'il est donc en transe hypnotique, il y a plusieurs signes qui vous le montrent. Donc le visage est calme, la respiration est généralement plus lente et ce qui est hyper fréquent, c'est la déglutition. Même si vous travaillez sous DIC, hein, c'est mon cas, on voit réellement la déglutition est très très rare. Par contre, les yeux, généralement, ça bouge, ça vibre même, ou des fois, ça reste complètement ouvert. Et on peut avoir quelques petits espaces, c'est-à-dire les doigts ou les pieds, en fait, qui bougent un tout petit peu. Voilà, mais ça, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Enfin, la dernière partie de votre séance, ça va être le retour. Alors, le retour, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, le retour, c'est l'enfant, il revient dans le lieu où on est, c'est-à-dire il revient au sein du cabinet dentaire. Donc, ici et maintenant. Il va en fait reprendre, il va falloir lui faire reprendre le même chemin. S'il est parti, par exemple, dans un pays ou autre part, il va falloir le faire revenir ici. Si par exemple, il a écrit sur un tableau magique, il va falloir lui faire fermer le tableau magique pour revenir ici ou fermer la carte. C'est une phase en fait qui peut être, qui est généralement un peu plus lente parce qu'il faut laisser le temps à l'enfant de revenir tranquillement dans le cabinet. Après, la dernière chose, c'est quand l'enfant s'endort, on enlève tout et généralement, c'est le parent en fait qui va réveiller l'enfant. À la fin, par contre, il va falloir bien vérifier en questionnant l'enfant qu'il est bien avec vous dans ce cabinet dentaire et qu'il a retrouvé en fait toutes ses sensations. Donc pour conclure, je dirais que pour faire de l'hypnose, il va falloir bien connaître cet enfant. Vraiment parce que l'hypnose, elle est basée sur les ressources, les émotions, le ressenti qu'a l'enfant qui est en face de vous. Et d'un enfant à un autre, eh ben, ça va être différent. Et il va falloir imaginer les choses différentes par rapport à ce que va vous raconter l'enfant et les sensations et le bien-être dans lequel il est. C'est utiliser un langage qui est sensoriel et un langage positif en verbal. Beaucoup utiliser votre langage non verbal, en fait, préverbal et paraverbal. Vous allez beaucoup jouer avec votre intonation de voix, avec des mimiques. Et il va falloir en fait créer, utiliser votre cerveau droit, faire de l'imagination, du créatif pour surtout vous amuser pendant cette séance de soins avec l'enfant pour que lui aussi s'amuse. Donc maintenant, j'ai fini en fait mon topo sur l'hypnose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé avec Madame Bouteau un script en fait basé sur de la communication hypnotique, donc des outils hypnotiques, qui est surtout basé sur du sensoriel, parce que je trouve que c'est énormément important. Tout ce qui est sens en fait pour l'enfant, il sent beaucoup de choses dans le cabinet, il a beaucoup de sensations, que ce soit des vibrations, que ce soit des odeurs, et il faut énormément jouer sur ça. Et donc là, on a basé un script sur une extraction dite classique qu'on peut faire chez un enfant. Anaïs? T'es prête? Je suis prête. Bonjour Baptiste, ça va bien aujourd'hui? On calme, lent, pour rassurer l'enfant, on prend le temps pour lui. Oui, petit, l'enfant hésite. Tu sais que l'on va danser un petit peu ensemble aujourd'hui? Doucement. On a tout notre temps pour valser dans les airs. Est-ce que c'est bon pour toi? Théorie de l'engagement. Oui, yes 7. Ok, on commence à droite ou à gauche? Choix illusoire. À droite. Très bien. Je te fais sentir une petite patte. Pause dans le discours. J'attrape une boulette de coton sur laquelle je dépose une patte. Créer l'attente. Tu sens? Ça te fait penser à quoi?
L'enfant réfléchit, sent et réfléchit. Je passe la boulette de coton imbibée de pâte sous le nez de l'enfant afin d'actionner ses récepteurs de l'odorat. Fraise. VACOG. T'es sûr? Oui. Je passe la boulette de coton sur la gencive et je demande à l'enfant. Alors, pour le goût, c'est toujours de la fraise? T'es sûr? VACOG. Mouvement de la tête et oui, yes set. Très bien. Alors, tu vois, Baptiste, cette petite pâte, elle va nous aider à faire gonfler un ballon. Un énorme ballon d'anniversaire ou de foot, ou peut-être même de basket, ou tout simplement une balle de tennis, ou tout ce que tu veux, mais de bien rond. Suggestion à choix multiples, tout en massant la gencive. C'est très bien. Maintenant que tu commences à bien sentir la pâte, je veux entendre le nez respirer bien fort comme si un énorme ballon d'anniversaire gonflait. Alors tu sais, papa est au courant parce que je sais que c'est lui qui gonfle les ballons d'anniversaire à la maison. Au début, il faut respirer fort, très fort, puis souffler fort pour que le ballon gonfle, gonfle. Et quand il commence à gonfler, ouf, ça y est, il gonfle, gonfle, gonfle. Je montre avec les mains le ballon qui gonfle. Alors maintenant, c'est à ton tour de bien respirer pour faire gonfler ce ballon comme ça. Je montre l'exemple à Baptiste en respirant bien par le nez et en faisant gonfler son ventre. En parallèle, mon assistante dentaire, derrière le patient, me tend la seringue électronique et positionne sa main sur le ventre du patient et lui dit « Regarde, j'ai mis ma main posée sur ton ventre pour sentir que tu respires bien. » J'enchaîne en l'incitant à respirer comme moi, en lui disant « Je dois l'entendre ». Je dois entendre l'air rentrer dans le nez et le ventre monter et descendre, comme un ascenseur qui monte tout en haut et qui descend tout en bas. Métaphore. Et l'ascenseur monte tout en haut et descend tout en bas. Très bien. Et plus le ventre gonfle, plus à l'intérieur de la bouche ça dort et plus la dent dort. Durant l'anesthésie locale, C'est bien, c'est très bien. Je vois le ballon qui gonfle. Tu sens? Je le touche avec le doigt. ratification. Continue à bien gonfler, c'est super. Tu sais, ce ballon, il monte tout en haut, très haut dans le ciel pour aller au pays du sommeil. Tu sais, là-bas où tout le monde fait dodo. Et pendant ce temps, on danse comme l'on veut. C'est bien. Le ballon, il est comment? Petit, moyen ou très grand? Suggestions multiples. Grand. Ok, maintenant que la dent est partie au pays du sommeil, je vais pouvoir passer mon stylo magique pour faire un cercle tout autour d'elle. Tu connais les cercles? C'est comme quand on fait un rond ou un O. Montre du doigt. Oui. Alors, tu sens, je passe devant, derrière, c'est bien. Et ensuite, je passe derrière à nouveau, très bien. Et bien, devant, derrière, derrière, devant, une vraie danse en tourbillon. Passage du syndesmotome. Confusion sensorielle. Ça va? Oui ou signe de la tête signifiant OK. Ok, maintenant, regarde. L'enfant tourne la tête vers moi, j'attrape son bras et puis un de ses doigts. Je t'attrape le doigt. Tu sens? Oui, lévitation du doigt. Tu sens que je l'attrape? Bon, ça, c'est normal. Maintenant, je tourne à droite, je tourne à gauche, et de gauche à droite, et de droite à gauche. On danse ensemble. Et quand on va danser ensemble, c'est comme ça. J'attends le hoquet de l'enfant en non-verbal ou en verbal. Et maintenant, tu sens que je tire. Je tire sur le doigt de l'enfant. Eh bien, quand on danse, on s'écarte. On s'écarte l'un vers l'autre et on se rapproche l'un vers l'autre. Tout ça, c'est normal. J'attends le hoquet de l'enfant en non-verbal et en verbal. Et puis, quelquefois, on tape des pieds quand on danse. Et oui, ça fait du bruit, comme ça. J'attends le hoquet de l'enfant en non-verbal ou en verbal. Je me rapproche de l'enfant. Ok, la bouche s'ouvre, elle s'ouvre grand comme un lion. Super, je t'attrape. Tu sens
que je lève? Oui, de la tête. Très bien. Et maintenant, on commence à danser. Et plus on danse, plus le ventre monte. Et on monte et on descend doucement, tranquillement. Super. On danse très bien de gauche à droite et de droite à gauche. Bravo, super. T'as senti? On a tempé des pieds. Très bien. On a bien dansé. Bravo. Ratification. On laisse la bouche ouverte comme un lion et on se repose. Et oui, c'est fatigant de danser. Hémostase, l'extraction a été réalisée. Silence. Très bien. Croque et continue à te reposer. Hémostase, enfant seul. L'enfant se redresse du fauteuil. Bravo Baptiste, tu as bien dansé et bien travaillé. Je te félicite. Le ballon est encore là pour 1 à 2 heures. Ensuite, il va dégonfler tout seul comme le ballon d'anniversaire qui se dégonfle doucement, à ton rythme. Et toutes les sensations reviendront comme avant. VACOG et suggestion post-hypnotique. Bonne cicatrisation. Suggestion post-hypnotique plus renforcement de la positivité. Ben, merci à toutes les deux pour ce script hyper intéressant et on a quelques questions. Alors, bonsoir à tous. Pouvez-vous nous expliquer la métaphore du vélo pour l'arrêt du pouce? Alors, moi, en fait, ce que je fais, c'est que déjà, donc, je demande à l'enfant donc s'il sait faire du vélo. Donc, généralement, il est passé de petites roulettes à 100 roulettes. Et je lui demande déjà de me décrire comment ça s'est passé. Donc, la plupart du temps, il me dit qu'il a essayé, qu'il est tombé un petit peu, et puis qu'il est remonté sur le vélo, et puis qu'il est retombé, et puis qu'il est remonté. Et puis, à un moment, c'est allé tout seul et qu'il s'est fait. En fait, je dis que c'est exactement la même chose, par exemple, pour le pouce. Le pouce, c'est comme le vélo, c'est-à-dire que l'enfant, il va dire, bon, aujourd'hui, je ne mets pas le pouce. Le pouce, il ne va pas venir dans ma bouche. Et puis, il ne va pas réussir cette fois-ci, et puis il va s'endormir avec son pouce. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on ne va pas réussir la deuxième fois. On est remonté sur notre vélo. Et donc là, c'est pareil. La prochaine fois, il faut à nouveau, en fait, qu'il essaye. Et plus tu vas essayer, plus tu vas voir que c'est facile. Et il y a un moment donné, en fait, l'enfant va se rendre compte tout simplement que c'est comme le vélo qui réussit en fait à dormir et à s'endormir sans le pouce. Et donc, des fois, ça prend quelques semaines, des fois, ça prend quelques jours et des fois, ça prend quelques mois. Voilà. Mais c'est quelque chose, en fait, en lui montrant, en fait, qu'il a su déjà le faire avec quelque chose, c'est-à-dire le vélo, l'apprentissage du vélo. On le compare, en fait, à cet apprentissage pour qu'en fait, il puisse faire exactement la même chose avec le pouce ou la tétine, par exemple. C'est pareil. Et c'est quelque chose qui marque vraiment assez bien, puisque je vois très bien, moi, aux consultations à 6 mois, quand je revois l'enfant, les parents, ils me disent, finalement, non, cette histoire-là, on n'en a plus entendu parler. De toute façon, vous avez eu les mots pour bien dire, et puis on est sorti d'ici, c'était bon. Alors, des fois, ça a pris, je vous dis, quelques mois, des fois, quelques semaines, et des fois, c'est le jour même, en fait. Ça dépend de l'enfant. Et ça, c'est ses capacités d'apprentissage et lui laisser le temps d'apprendre, en fait, et à son rythme à lui. D'accord, donc j'espère qu'on a répondu à votre question. Il y a le docteur Laurence Levent qui souhaitait aussi qui avait une question. Alors, si elle souhaite parler en direct, docteur. Vous pouvez parler, je pense, ça devrait marcher si vous voulez parler. Non, ou alors, parce que cette question, elle nous disait comment faire avec un enfant roi qui décide de tout et refuse d'ouvrir la bouche ou de montrer ses dents. Après, c'est-à-dire que déjà, il faut savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il grimpe sur le fauteuil déjà ou pas. Après, essayer de chercher quelles sont les raisons qui va faire qu'il est en opposition. Est-ce qu'on lui a raconté des choses? Qu'est-ce qu'on lui a raconté pour pouvoir le transformer déjà? Donc, il va falloir vraiment déjà
avant d'essayer de faire quelque chose, parler à l'enfant pour essayer de le comprendre et de dédramatiser en fait cette situation. Et après, des fois, les parents sont une aide, mais des fois, les parents ne sont pas une aide. Donc, il va falloir aussi des fois recadrer le parent, en fait, pour le faire rentrer, en fait, dans notre séance, même si c'est une simple consultation et une première séance de contrôle pour voir comment est l'enfant. Et analyser. En fait, quand je parle de trilogie, en fait, c'est parce que vous avez un enfant, c'est-à-dire le patient, mais aussi l'adulte qui est à côté. Et autant l'adulte peut être une ressource des fois, autant l'adulte des fois n'est pas une ressource. Donc, il va falloir en fait vraiment voir les deux et quelle est en fait la synergie qui existe entre l'enfant et le parent pour comprendre pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Ce qui est loin d'être facile. A-t-on d'autres questions? Non, là, je pense qu'on n'en a pas d'autres. Sur la conférence, est-ce qu'il y avait des points sur lesquels certains participants aimeraient revenir? N'hésitez pas. Il y a le docteur Kamsu Jacqueline qui dit « Que dites-vous pour une première fois réussie ?» Toujours faire du renforcement positif. Et puis faire comprendre aussi à l'enfant qu'il a une réelle importance dans le soin, qu'il n'est pas là pour subir et que son ressenti est très important pour nous. Il ne faut pas hésiter à féliciter l'enfant quand la séance s'est très très bien passée, vraiment à lui dire que c'est super ce qu'il a fait, qu'il a très bien travaillé, puisque c'est lui qui travaille, hein. Vous travaillez, mais vous ne pouvez travailler qu'avec vraiment, c'est lui qui a permis que le soin se passe dans de bonnes conditions. Donc, à la fin de la séance, je me mets à quatre pattes à la hauteur de l'enfant et voilà, je le remercie de cette séance, je le félicite pour cette séance. Docteur Levent nous dit à quel âge le parent peut être envoyé en salle d'attente s'il est non coopératif? À quel âge le parent peut-il être envoyé en salle d'attente s'il n'est pas coopératif, pardon? Alors, chez les tout petits, moi, j'ai toujours c'est-à-dire que moi, la porte est toujours ouverte. Donc, l'enfant, le parent peut spontanément partir s'il veut. Ça arrive des fois, c'est-à-dire qu'ils sont là au début et puis quand ils voient que ça se passe bien, ils partent spontanément. Ou sinon, rester, ça ne me dérange pas. Après, chez les tout petits, j'ai vraiment besoin de l'enfant. Quand il a 2 ans, quand il a 3 ans, c'est pas facile pour ces enfants-là. Donc, la présence du parent, même des 2 parents, des fois, est importante. Après, par contre, l'enfant qui a déjà 5 ans, même 4 ans et demi, mais que vous avez vu déjà plusieurs fois pour des consultations, il peut très bien rester tout seul pour faire un soin. Si par exemple, vous voyez que vous avez fait, je sais pas, vous le connaissez depuis l'âge de 3 ans, il est venu tous les 6 mois, il a presque 5 ans, toutes les séances se sont bien passées, voilà, le parent peut rester dans la salle d'attente et vous réaliser le soin. 5, 6 ans, enfin, ça me dérange pas. On a aussi une question du docteur Sidbon. Que pensez-vous quand les parents récompensent l'enfant après la séance? Eh ben, c'est très bien. Il faut renforcer la positivité. C'est très important. Oui, moi, très souvent, en fait, alors déjà, moi, je donne des petits cadeaux, en fait, et c'est très important parce qu'eux s'en souviennent, et des fois, ils se souviennent carrément que de ça, hein. C'est-à-dire que le parent a complètement oublié qu'il avait eu son petit cadeau, mais l'enfant n'a pas oublié. Pour lui, c'était important d'avoir cette récompense. Et des fois, les parents amènent aussi, ils ont dans leur sac une petite récompense à la fin du soin. Et c'est très bien, c'est encourager l'enfant quand ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je ne les vois pas, les questions. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions.
Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser maintenant. En tout cas, sachez que le replay de ce webinaire sera disponible à partir de la semaine prochaine. Je vous enverrai un email pour vous envoyer le lien. Mais de toute façon, il sera disponible sur GACD Event, sur le site Event de GACD et sur la chaîne YouTube de GACD. Mais je vous enverrai un mail, vous aurez tous les renseignements. Ah, alors, s'il y a une autre question. Je vous laisse du docteur Levent qui dit comment expliquer les méfaits soda si les parents en donnent. Ah oui, ça c'est… Comment expliquer, j'ai pas Les entendu. méfaits des sodas si les parents en donnent. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment de la gestion dans l'hygiène alimentaire. Donc, moi, personnellement, lors de la première consultation et après, lors des séances de contrôle, je pose énormément de questions au niveau de l'alimentaire, donc justement des jus, des sodas. Et là, il ne faut pas tout demander à l'enfant. L'enfant, il vit dans un environnement avec des parents. Donc là, on va jouer sur les parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'enfant d'arrêter de boire des sodas s'il en a permanence à la maison et si papa et maman en boivent tout au long de la journée. Donc là, c'est une modification en fait de l'hygiène alimentaire au sein de la famille complètement. Donc là, moi, je joue beaucoup, j'explique beaucoup aux parents en fait les différentes conséquences et je leur explique que voilà, c'est pas l'enfant qui achète en fait, qui va au supermarché, c'est eux. Et donc, au fur et à mesure, en fait, des fois, en une séance d'explication, bon, bah, ils ont complètement modifié et puis ils en prennent que ponctuellement ou complètement arrêté. Et des fois, bah, ça prend plus de temps et en effet, il faut réexpliquer. Parce que l'adulte est comme l'enfant. Il apprend à son rythme et de manière différente. Donc, des fois, bah, il faut plus de temps, lui réexpliquer à nouveau au bout de 6 mois pour qu'il modifie cette hygiène alimentaire. Mais là, c'est l'hygiène familiale qu'on modifie. Et ça a une action sur les autres enfants de la fratrie, bien entendu. On a une autre question du docteur Boulot. Bonsoir, que dites-vous à un parent qui menace son enfant devant vous que s'il ne se laisse pas faire, le dentiste va te faire une piqûre ou va te disputer? Alors, je l'arrête net en fait. C'est-à-dire, je l'arrête, je le coupe, je le recadre. Je le recadre et je tourne de manière positive. C'est comme les parents qui me disent, qui me demandent devant l'enfant, est-ce qu'on va anesthésier l'enfant? Donc, je leur fais comprendre, en fait, voilà, que j'ai mes techniques à moi pour que cela se passe bien, en fait. Et pour éviter, justement, des termes négatifs comme ça. Mais je recadre le parent. Le parent est recadré. Mais alors, moi, j'ai… Cadré, mais dès la première, c'est-à-dire que si c'est une première consultation et qu'il a déjà beaucoup de questions, je peux avoir le parent, en fait, c'est-à-dire que l'enfant, après, peut partir en salle d'attente pour jouer. Et là, j'explique, en fait, aux parents, en fait, comment ça va se passer. C'est-à-dire que, voilà, que j'ai mes techniques à moi pour que ça se passe bien. Et mais est-ce que vous, excusez-moi Isabelle, mais est-ce que vous parlez d'hypnose? Parce qu'en fin de compte, le parent est souvent stressé. Alors, non. Est-ce que vous parlez d'hypnose aux parents? Ça, je pense que c'est chaque praticien qui fait ce qu'il veut. Enfin, voilà. Moi, par exemple, je ne parle jamais d'hypnose. C'est-à-dire que personne ne sait ce que je fais. Après, je vois quand j'ai des patients qui sont sophrologues, par exemple, parce que ça, il y en a beaucoup, direct, ils le voient. Ils voient que c'est la sensation, etc. Ils voient la différence. Après, ceux qui n'y connaissent rien du tout, que ce soit en sophologie ou en hypnose, eux, ce qu'ils juste disent, c'est le mot magique qui ressort. Ah, ici, mais c'est magique, c'est complètement différent. Je veux dire, vous faites un métier super. Enfin, voilà, c'est-à-dire ils ressentent que c'est différent, ils ne savent pas ce que c'est, mais l'important pour eux, c'est que ça se passe bien, en fait. Voilà. Mais c'est surtout le mot magique, en fait. Je suis une magicienne. Alors ça, c'est un truc qui ressort. Et même des fois, des confrères disent aux parents, non, mais j'ai la magicienne qui va faire que ça va bien se passer. Et ils m'envoient le gamin et la mère, elle me dit, vous êtes la magicienne. On m'a dit que vous étiez la magicienne. Donc voilà. Mais en fait, ils ne savent pas. Mais moi, je ne le dis pas, mais c'est un choix personnel. Parce que pour le peu de fois que je parle d'hypnose, c'est quand j'indique en fait l'enfant chez un hypnothérapeute. Et là, mon indication, c'est pour un problème de fond, en fait.
quelque chose au niveau de la psychologie de l'enfant que moi, je ne vais pas soigner pendant mes actes de soins, en fait, mais que j'adresse à un hypnothérapeute. Et là, des fois, eh ben, je vois déjà la réaction du parent, parce que le parent ne sait pas ce que c'est un hypnothérapeute, ne sait pas ce que c'est l'hypnose, et ont très souvent une réaction un peu de peur. Donc, j'explique comment ça se passe les séances pour dédramatiser la situation, mais c'est vrai que les gens, en fait, n'ont pas forcément conscience de réellement comment ça se passe. Non, mais en plus, je pense qu'il y a une image de l'hypnose qui est un peu… Oui, qui est véhiculée voilà, qui est par… comme on voit à la télé. Quoi. Voilà, c'est ça, qui n'a rien à voir par rapport à l'hypnose thérapeutique. Hein. Nous, on parle vraiment d'hypnose thérapeutique. On n'est pas sur une hypnose classique, de spectacle. Voilà. Nous, on veut le bien-être pendant la thérapie. Et c'est ce qui ressort vraiment, même chez l'adulte, puisque moi, je mets en place l'hypnose au cabinet pour les grosses interventions. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort. Les gens disent que ça n'a rien à voir, c'est une méthode très douce d'accompagnement, c'est un soin qui est complètement dédramatisé. Et c'est vraiment ce qu'il faut différencier. L'hypnose qu'on peut voir à la télé est complètement différente de l'hypnose qu'on peut mettre au fauteuil. Moi, par exemple, j'interviens en chirurgie sur des enfants ou des adolescents, par exemple pour des extractions de dents de sagesse incluses. Et là, encore une fois, moi, je n'utilise pas le mot hypnose. J'utilise plutôt le mot hypnose en dernier recours. Parce que pour les gens, bah voilà, c'est une technique comme Isabelle le dit, on est des magiciennes. Donc, restons des magiciennes. Moi, je trouve ça très bien. On apporte un petit peu de joie et de bienveillance dans le soin des enfants et des adultes. Voilà. Il y a le docteur Furiosi qui dit « Bonsoir, que pensez-vous du fait de faire un cadeau à l'enfant avant le soin s'il est réticent, justement ?» Chez les autistes, les trisomies 21, comment abordez-vous l'hypnose ? Il y a les deux questions. Est-ce qu'on fait un cadeau déjà à l'enfant s'il a peur d'être sur le fauteuil? Moi, je n'en fais pas avant. Et je ne veux pas qu'il reçoive de cadeau alors qu'on n'a pas fait le soin. C'est-à-dire, autant que le soin se soit très bien passé ou un petit peu moins passé. Ce n'est pas parce que l'enfant a eu des larmes ou des cris qu'on n'a pas fait le soin de manière correcte. Donc là, il peut avoir son cadeau. Mais par contre, avant l'acte de soin, non. Pour moi, il n'y a pas de nécessité de donner à l'enfant un cadeau, puisque pour l'instant, il n'a pas travaillé, j'ai envie de dire. Donc, il faut d'abord qu'il travaille pour avoir la récompense. Après, sur la question des handicapés, personnellement, je n'utilise pas l'hypnose sur les patients que j'ai qui présentent un handicap au cabinet, en fait. J'en soigne, voilà, mais je ne joue pas avec l'hypnose chez ces patients. J'utilise d'autres techniques comportementales pour faire mes soins. Mais par contre, certains praticiens, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais personnellement, je ne pourrais pas en parler puisque je ne l'utilise pas. Alors, petit conseil pour les enfants atteints de trisomie 21, utilisez le chant, tout simplement les musiques de Disney, et faites-le participer. Le fait de le centrer sur quelque chose va l'impliquer dans le soin et ça se passera très bien. Cependant, pour les autistes, il faut savoir qu'ils ont un fonctionnement qui est complètement en dehors des cadres. Et c'est vrai que c'est compliqué de prendre en charge un enfant autiste en hypnose. Pour ma part, moi-même en cabinet privé, je ne fais pas. J'adresse les autistes, par exemple, à des personnes qui font du shiatsu, puisqu'en fait, ils ont un contact et un contact particulier avec des personnes vraiment formées, hein, qui ont un contact avec l'autisme et des techniques appropriées. Mais pour revenir à la question sur la trisomie 21, mettez de la musique et faites participer l'enfant que vous avez en soin et vous verrez, ça sera de la magie. Voilà. Le docteur, pardon.
Je Non, vous laisse allez. finir. Le docteur Selig nous dit, il est sans doute nécessaire de prendre le temps, mais parfois une suggestion brève, comme penser à sa fleur préférée après en avoir précisé le nom et la couleur, peut avoir un effet immédiat et durable tout au long de la séance. Qu'en pensez-vous? Ah bah oui, c'est une suggestion Une suggestion directe, mais très bien. directe, hein, et puis, de toute façon, alors après, il y a des enfants qui n'aiment pas les fleurs, donc il faut aussi savoir s'adapter, c'est ça, hein, mais oui, 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 fleurs, oiseaux, Et le animaux, enfin voilà. docteur Boulos nous dit, peut-on éviter l'anesthésie locale en ayant recours à l'hypnose? Oui. Alors, oui. Moi, je ne le fais pas, c'est-à-dire qu'en fait, les techniques d'hypno-analgésie qui existent, en fait, moi, je réduis, en fait. Si à un moment donné, je vais tout faire en hypnose pour la réduire, en fait, cette sensation et la transformer. Hein. Donc là, par exemple, j'utilise des techniques dites de chosification où il va imaginer sa douleur sous forme d'un carré, d'un rond, par exemple, et puis je vais le colorer ou je vais le blanchir si c'est noir, je vais le rétrécir pour obtenir une sensation différente de cette douleur. Après, on peut réaliser normalement une hypnose analgésie et faire un acte de soin derrière sans anesthésie locale. Moi, ce n'est pas ce que je recherche dans ma pratique. Je n'ai pas de problématique à réaliser une anesthésie locale chez l'enfant. Donc moi, c'est pas quelque chose que je réalise. Mais par contre, qui est tout à fait faisable sous hypnose. Certains praticiens font des actes de soins en hypno-analgésie sans anesthésie locale. Alors, Même d'ailleurs, des médecins. Hein. On a des chirurgies qui se font que sous hypnose, sans anesthésie. Donc, oui, c'est faisable aussi. Anaïs, justement, alors oui, ça nous se au pratique. cabinet, nous faisons par exemple des prélèvements sous hypnose. Aussi pour refaire des points de suture. Quelquefois, quand on a une alvéolite où on doit aller un petit peu regratter, sous hypnose et ça se passe très très bien. Il y a des petites choses qu'on peut faire et d'autres pas faire. Quand c'est possible, eh bien, voilà, c'est à mettre en place. Hein, c'est à mettre en place. On a une autre question. Comment facturez-vous les soins? Ah oui. Que notez-vous sur le devis? Alors, à ça, moi, je répondrai, eh bien, c'est avec tact et mesure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls les stomatologues ont comment dire, un code pour l'hypnose qui s'appelle l'hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. Mais encore une fois, soit vous le mettez clairement sur le devis avec un tarif, soit vous l'incluez dans un prix global, ou soit voilà, eh bien vous estimez que ça fait partie de l'entité de votre cabinet et vous ne le facturez pas. C'est vous qui décidez. Voilà, il n'y a pas de règle. En tout cas, si on le facture, faut le dire aux parents. Quand Ah même. bah oui, tout à fait. Ça Dans doit ces apparaître. cas-là, on est obligé de dire qu'on pratique l'hypnose et que c'est… Voilà, quoi. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi inclus dans un complément d'honoraire que vous faites. C'est pas besoin forcément, si vous avez un autre complément d'honoraire, en fait, voilà, c'est inclus dedans, en fait. C'est pas forcément marqué le mot hypnose dessus. Après, c'est le praticien qui voit comment il veut gérer, en fait, voilà, s'il veut le dire, s'il veut pas le dire, voilà, s'il veut le dire, il le met clairement sur le plan de traitement. Et puis voilà, c'est un acte comportemental. On a une autre question du docteur Selig. Impact et intérêt de certaines huiles essentielles lors de séances d'hypnose. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça très intéressant. On a une conférencière hein, chez JACD. Le docteur Boukomsa Voilà, qui maîtrise très bien le sujet. Mais oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. À mettre dans la salle d'attente, à en avoir pour le mettre directement sur la peau de l'enfant, etc., avant de commencer votre séance. Sur un petit mouchoir, à faire inhaler. Voilà, à faire inhaler. Voilà, c'est… Alors, par exemple, pour les femmes, il y a une huile essentielle qui s'appelle l'huile essentielle
de lavandin qui est très très bien. Pour les enfants, il y a, je crois que c'est avec de la camomille. Enfin voilà, il y a tout la un... lavande Mais aussi. je pense que notre collègue qui fait la conférence sur l'huile essentielle répondra mieux à cette question-là. Voilà. D'ailleurs, Enfin, il n'y a pas de... elle fait une conférence bientôt sur le stress. Vous pouvez aller voir sur le site Event GACD. Elle fait une conférence sur le stress avec les huiles essentielles, justement, comment gérer tout ça. Très intéressant d'ailleurs, oui. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut allier plein d'outils et de techniques qui sont différentes pour le patient. Il y a un réel intérêt aussi pour l'équipe soignante, donc il faut foncer et mettre tout ça en place si on en a la possibilité. Justement, on parle de l'équipe soignante, bien sûr, qui est très importante, et l'assistante dans un cabinet dentaire. Est-ce qu'elle, je ne dirais pas qu'elle pratique l'hypnose, mais elle a ce langage, justement, un peu qui permet que dès que l'enfant arrive, il soit pris en main à ce niveau-là, en fait, compte. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'entité du cabinet, hein. Je pense que tout le monde doit être formé à cet outil, puisqu'en fait, il apporte de réels avantages et de confort dans la pratique de soins. Donc, au cabinet d'Isabelle, tout le monde respire hypnose. Non, mais c'est qu'un plus. Hein. Quand les assistantes sont formées, enfin, pour moi, c'est un plus. Parce que l'assistante, c'est elle qui va l'avoir le parent au téléphone, qui va le recevoir dans la salle d'attente, qui va pouvoir déjà lui donner des suggestions hypnotiques directes, rassurer au téléphone aussi pour dédramatiser les situations. C'est toute une manière de parler et de communiquer aux patients, en fait, et aux accompagnants. Avez-vous d'autres questions? On attend, on regarde. Apparemment, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais remercier le docteur Rodriguez, bien sûr, et Anaïs Bouton, toutes les deux. Merci beaucoup pour cette conférence qui a été très intéressante. Merci Emmanuel. Alors là, merci à toutes. Et on se retrouve très bientôt. Alors, Anaïs, quelle est la prochaine conférence ? Donc, la prochaine conférence sera basée sur la programmation neurolinguistique au sein du cabinet dentaire, le rôle de l'assistante avec cette technique. Donc, on balayera un large éventail sur la communication positive. Voilà. Très important, c'est justement ce qu'on disait, que tout le monde doit être formé à cette communication positive. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous envoie le lien très très vite pour le revoir, voir le replay. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.